structure de parenté. Monsieur. Bonsoir, désolé, mais il y a plein de propos qui depuis tout à l'heure me posent problème et celui-ci en fait partie. Par exemple, moi je ne souhaite pas pour l'instant avoir des enfants et ça n'est pas un drame, ça n'est pas un problème, ça n'est pas une fin en soi de devoir avoir un enfant et d'être en couple. Notre système en plus à nous qui est plutôt planétaire, le système patriarcal, fonctionne en duo. Souvent père-mère, père-père, maman, etc. Enfin, en tout cas, un duo. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres manières aussi de pouvoir voir le couple, qu'il y a des troubles et d'autres manières de pouvoir explorer son amour. Tout à l'heure, vous disiez, madame, que c'est un remède à l'égocentrisme d'avoir un enfant. C'est quoi le problème avec le fait d'être égocentrique? Je pense qu'on peut d'abord penser à nous. Souvent, ce que je dis, souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière une grande identité globale pour faire un mur ou une muraille. Mais je crois que pour être puissant, il faut d'abord que nous-mêmes, on incarne un mur, et qu'ensuite un mur plus un autre mur, donc une culture plus une autre culture, on va fonder une grande culture et une grande muraille pour être beaucoup plus puissant. Et ce que vous venez de dire, je trouve ça un petit peu problématique par rapport à Oedipe et la manière dont une femme peut s'exprimer sexuellement et avoir une manière de vivre son rôle de maman avec d'autres figures paternelles. Moi, par exemple, pour vous répondre, j'estime ne pas avoir eu de père, parce que mon père n'a pas rempli ni son rôle d'homme, ni son rôle de père. Aucun pourrait questionner ce que c'est qu'être un homme, et surtout peut-être que des personnes se questionnent en me voyant qu'est-ce que c'est qu'être un homme, peut-être. Mais j'estime ne pas avoir eu de père, et l'amour que j'aurais pu donner au rôle d'un père à l'homme, je décide de le donner à l'État. Je décide de le donner au monde. Et ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un qui va aller brûler des poubelles. Il ne faut pas non plus différencier et faire un amalgame entre des personnes qui s'expriment sociétalement en rentrant dans le lard économique, parce qu'on sait tous et tous très bien que pour se faire entendre, je vous regarde aussi vous madame, malheureusement, il faut devoir frapper, enfin même pas frapper forcément, mais parfois brûler, quitte à rentrer dans la gueule des gens économiquement parlant, parce que c'est un moyen de se faire entendre. Notre système fonctionne par le capitalisme. Si on fonctionnait tous et tous par le cœur et l'amour, on n'en serait pas forcément à devoir constater des violences permanentes. Et pour appuyer mon propos de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants, je ne souhaite pas faire partie de ce plan de réarmement démographique, parce que je ne suis pas une arme et mon enfant et mes enfants ne seront jamais des armes et pour personne. Et je ne souhaite pas non plus offrir la vie sur une planète Terre où les génocides s'enchaînent en permanence. Donc voilà, c'est juste mon envie d'intervenir, parce que ça me bloquait la gorge. Ne pas avoir d'enfants, c'est aussi une liberté. Bien une sûr, liberté d'être soi-même. Bien sûr. C'était important de le dire. Et là, on n'a pas besoin de brûler des poubelles, parce que l'Assemblée des idées, c'est justement, les portes sont ouvertes, et on est très content d'avoir entendu votre voix. Monsieur. Ah non, entendu trop de garçons, excusez-moi. Jean, vous voulez répondre? Vous n'êtes pas obligé, hein. Non, mais c'est l'interro-surprise permanente. Non, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Non, mais en fait, si vous me donnez la parole, moi je voudrais dire juste que j'ai trouvé très belle l'intervention de monsieur, et j'ai trouvé absolument magnifique l'intervention de cette jeune personne qui s'est levée, qui a dit tout ce qu'elle a dit, et les poubelles brûlées, etc. Et quand vous avez dit, vous vous interrogez sur ce qu'est un homme en me regardant, et ça c'était tout à fait bouleversant. Et vous avez utilisé un argument d'ailleurs qui rejoint un peu ce que le jeune homme vient de dire, quand vous avez dit, vous avez dit, j'ai pas envie, est-ce qu'on a envie de mettre un enfant dans ce monde tellement violent, tellement cruel, et vous avez dit, mais est-ce qu'on a envie de mettre un enfant dans un monde où il va peut-être subir les mêmes discriminations, il va peut-être reconduire inconsciemment ou consciemment les mêmes souffrances, etc. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, parce que c'est un argument qui revient souvent, c'est des arguments qui reviennent souvent et qui sont tout à fait pertinents et justifiés et forts, et en même temps, et c'est pas du tout pour vous convaincre de quoi que ce soit, c'est pour apporter un élément de discussion. Il y a eu peu de périodes où le monde était pacifique et doux et formidable. Et par exemple, si je reprends cette philosophe que j'ai citée tout à l'heure, Hannah Arendt, elle a quitté l'Allemagne en 1933 parce qu'il y avait un truc qui lui plaisait pas, qui était le nazisme. Bon voilà, chacun ses raisons. Et donc elle a quitté l'Allemagne et elle s'est retrouvée à Paris. Bon, elle a failli, elle s'est retrouvée aussi dans un camp. Elle a réussi à gagner les États-Unis. Enfin, elle a failli vraiment ne pas en sortir. Mais ce qui est beau, c'est que d'abord, elle s'est occupée d'enfants. Elle a tourné le dos à plein d'intellectuels qui, justement, n'en avaient rien à faire des enfants, qui étaient obsédés par la mort, avaient par ailleurs été très complaisants à l'égard du nazisme. Elle s'est occupée d'enfants et de la survie d'enfants, très prosaïquement, très concrètement. Et il y a un passage magnifique dans un livre où elle parle des réfugiés, où elle parle des minorités. Elle parle des minorités, de ce qui leur reste, de la langue. Quand elle dit notre seule patrie, c'est notre langue, etc. C'est un texte qui s'appelle « Nous autres réfugiés » qui est absolument sublime pour quiconque a un rapport avec une altérité, etc. Et à un moment donné, elle dit « Nous avons vécu des horreurs pires que la mort, nous avons été témoins d'horreurs pires que la mort,
et sans avoir pu trouver d'idéal plus haut que la vie. Et en fait, il y a une autre tradition cachée, elle appelle ça d'ailleurs une tradition cachée, où finalement on a l'impression que c'est parce que le monde se dérobe, c'est parce que l'humanité est menacée par une fin imminente et qu'il y a des violences épouvantables que la nécessité de mettre des enfants est décuplée. Je dois te porter là où le monde se dérobe. C'est une formule d'un autre philosophe qui s'appelait Jacques Derrida, qui est toujours conspué par la Manif pour tous dans des meetings de masse, etc. Mais ils ont tort. Derrida avait aussi une pensée de l'enfant très forte. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi avoir comme une espèce d'intuition ou d'évidence solide, à même la peau, que bien sûr c'est terrible de mettre des enfants dans ce monde-là, que c'est toujours une crainte de voir renouveler les oppressions et les souffrances et les traumas, etc. Mais on peut penser à l'inverse, que c'est la violence du monde qui rend encore plus précieuse et urgente la naissance d'enfants, et que finalement que toute vie est une survie dont l'enfant se porte garant, en fait. Et ça peut être une option comme une autre, c'est pas la seule. En tout cas, merci. En fait, ce que je voulais dire, c'était surtout merci, c'était magnifique ce que vous avez dit. Merci. Un petit peu là-bas.